Salut, c'est Émeric et Pascal. Vous écoutez On est dans le jus, le podcast de la restauration. Et aujourd'hui, on va parler de la destination gastronomique la plus haute du moment, Montréal. On est en ce moment au Québec pour le festival Montréal en Lumière. Des chefs du monde entier sont invités dans les meilleures cuisines de la ville. Aujourd'hui, c'est tout Montréal qui est dans le jus. Un peu d'histoire. En 1534, Jacques Cartier met le pied au Québec. En 1585, l'arrière-arrière-arrière-grand-père de notre invité plante les premières vignes de son domaine en France, à Chablis. Pour mettre en relief, c'est 60 ans avant la création de Montréal. Son descendant est avec nous. On va parler de tradition et de modernité. Il était invité par le restaurant montréalais Hogan et Beaufort pour un repas d'exception, un magnifique menu à corps, mets et vin. Aujourd'hui, c'est Adrien Gautrin qui est dans le jus. Bonjour Adrien. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Ça va pas mal, oui. Bienvenue au Québec. Merci. T'es arrivé quand alors ? Je suis arrivé mercredi. Donc il y a 2 jours. Ouais. C'est la première fois ou... Non, pas la première fois. Ça doit faire 3 ou 4 fois que je viens. Et tiens. j'étais déjà venu en janvier, là. Ah oui. Spécialiste alors. Donc là, tu prépares quoi ? Tu prépares ton entrée en SAQ ? Parce que j'ai pas vu tes vins à la SAQ. Non, je suis pas présent à la SAQ. Je suis vraiment présent uniquement en importation privée avec la maison Séguin et Robillard. Ton marché, vous visez quel type de... Est-ce que tu sais quel type de restaurant vous allez viser normalement ? Avec Pierre et Edith, ils visent un peu la restauration, mais leur marché principal, c'est vraiment de l'importation privée et de la vente aux particuliers très haut de gamme. Avant, est-ce qu'on peut parler un peu de Chablis ? Parce que techniquement, c'est en Bourgogne. Oui. Mais ce sont des vins qui sont un peu différents des vins bourguignons traditionnels, entre gros guillemets. C'est vrai que Chablis, bien que ce soit en Bourgogne, on est toujours un peu classé à part au niveau de la Bourgogne. C'est vrai qu'on est l'appellation la plus au nord, Ouais. mais si on a des premiers crus et des grands crus, on est toujours quelque chose de considéré à part. On a vraiment une entité propre, une identité vraiment bien à nous, et c'est aussi ce qui fait notre force et notre succès, puisqu'on reste assez un peu seul sur notre créneau et surtout sur la typicité de nos vins. Alors justement, c'est quoi la typicité des vins de Chablis par rapport aux vins de Bourgogne ou par rapport aux autres vins blancs en France ? Parce que c'est du vin blanc, il n'y a pas de vin rouge. 100% chardonnay à Chablis, Ouais. oui. Chablis, on a l'avantage d'avoir un sol argilo-calcaire unique. Le seul endroit où on retrouve les mêmes sous-jacences du sous-sol chiméridien, c'est à certains endroits en Champagne. Donc on a vraiment un terrain qui est très 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 calcaire, et c'est ce qui donne vraiment une belle minéralité à nos vins et vraiment tout le côté unique des Chablis qu'on connaît. Tu parlais de grands crus, de premiers crus, je pense même qu'on parle de grands vins. Tu peux nous expliquer, moi j'y connais rien, est-ce que tu peux nous expliquer les différences ? Alors en Bourgogne, il y a 4 niveaux d'appellation. L'appellation régionale, qu'on pourrait avoir à Chablis dans le petit Chablis. On a l'appellation village, chez nous c'est le Chablis. Et après, on a les appellations premier cru et grand cru qui sont aussi présentes à Chablis avec beaucoup de climats différents. Alors, et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait le classement ? C'est des experts qui se réunissent chaque année ? C'est un classement historique qui est vraiment très ancien et en fait, on n'a vraiment rien inventé. Tous les anciens avaient vraiment su reconnaître les coteaux les plus qualitatifs, les meilleures expositions. Et surtout reconnaître les types de sols qui pouvaient produire les meilleurs vins. Ok. Donc les meilleurs vins sont appelés grands crus. C'est ça. Ils sont situés, alors j'imagine, on m'a un peu expliqué, c'est des vallées. Oui. Et le grand cru, il est en haut de la vallée, en bas de la vallée, il est plus ensoleillé, moins ensoleillé. Alors, pas du tout. Généralement, sur les hauts ou les plateaux, c'est le petit Chablis. Après, sur les coteaux, la plupart tournés à l'est, c'est-à-dire au soleil levant, ce sont les premiers crus, et en face, ce sont les Chablis. Les grands crus sont vraiment situés tous au même endroit, réunis sur 3 collines. On a 7 climats de grands crus, et eux, ils ont la particularité d'être orientés sud-sud-est, ce qui fait qu'ils ont une orientation au soleil dès le matin et quasiment jusqu'au soir. Donc en fait, une exposition très solaire. Donc pour avoir un grand Chablis, il faut qu'il y ait un peu plus de soleil que moins de soleil. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Là, on a juste parlé de l'aspect climatique. Il y a aussi le côté des sols qui est vraiment différent, la profondeur des sols, la qualité des sols. Et il y a même le microclimat des parcelles et des lieux-dits qui joue vraiment sur la qualité des vins. C'est pour ça qu'à certains endroits, on a un premier cru et une parcelle juste à côté va être un Chablis.
j'en ai. Et quand on les vinifie, on se rend compte vraiment que ça ne donne pas du tout la même chose, que les raisins ne mûrissent pas au même moment, alors qu'ils sont à quelques dizaines de mètres les uns des autres. C'est ça qui est incroyable en Bourgogne, et c'est ça, tu parlais des climats, c'est les micro-terroirs, entre guillemets, c'est ça? C'est ça, on peut traverser un chemin et avoir un vin complètement différent. Et on sait pourquoi il existe ces microclimats, ces différences. C'est lié à la topographie, et en fait, il suffit qu'on change d'un flanc de coteau, la profondeur des sols n'est plus la même, la roche n'est plus tout à fait la même, et l'orientation au soleil, l'humidité, la température, etc. Donc tout joue. Est-ce que on parle de changement climatique? Est-ce que c'est quelque chose qui a eu un effet sur ce classement grand cru, premier cru? Est-ce que ça n'a pas encore eu lieu? Est-ce que ça va avoir lieu à ton avis? Alors, ça n'a pas d'incidence sur les classements des parcelles. Par contre, effectivement, on le ressent depuis une dizaine d'années. Ah ouais. Et nous, c'est plutôt un gros challenge parce qu'on doit adapter toutes nos techniques dans les vignes pour continuer à produire des vins typiques, des vins de qualité, mais en s'adaptant au climat. De toute façon, c'est pas le climat qui va s'adapter à nous, mais c'est à nous de nous y adapter. Donc on doit faire évoluer nos techniques. Des fois repartir sur des techniques qui étaient utilisées il y a peut-être 50 ans, ou des fois se moderniser et utiliser des techniques un peu nouvelles, ou un compromis entre les deux, ça dépend vraiment. Et donc par exemple, c'est les vendanges plus tôt, c'est des vendanges plus tôt. On fait tous à peu près le même travail, c'est juste les moments où on va le faire, ce travail, on doit l'adapter à chaque année et au climat, parce que des fois on va devoir faire une opération un peu plus tôt, et l'année d'après on va devoir la faire un peu plus tard. C'est toujours une adaptation. Et ce changement climatique nous demande d'être de plus en plus présents et vraiment de faire très attention à ces changements. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Est-ce que tu penses que dans 50 ans, les vins de Chablis seront complètement différents? Alors on a plusieurs inquiétudes avec ce changement. Effectivement, dans 50 ans, avec le réchauffement climatique, est-ce qu'on sera toujours capable de produire des vins qui seront aussi typiques, ou les mêmes vins qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a connus il y a 20 ou 30 ans? Il y a aussi le changement climatique qui fait qu'on a de plus en plus de récoltes difficiles. On peut avoir du gel au printemps, on peut avoir des étés très secs et des pertes de récolte, des gros soleils qui vont brûler les raisins. Et on peut aussi avoir, par exemple, comme en 2021, en plus du gel, un été assez humide qui va nous donner de la maladie et un peu plus de travail pour aller chercher de la maturité et un état sanitaire impeccable. Alors comment est-ce que toi tu utilises les engrais, ou alors tu essaies d'éviter le plus possible? Bien sûr, on doit utiliser des engrais. Après, c'est à nous de juger de ce que la vigne a besoin. Mais de toute façon, pour nourrir une vigne, si on lui demande de produire du raisin, ça veut dire qu'elle va exporter. Donc, on va devoir lui rapporter un peu des engrais. Après, c'est de choisir des engrais de qualité. Même si je ne suis pas en culture biologique, par exemple, mes engrais sont bio, sont faits dans les Alpes à partir d'ovins. Et c'est de l'engrais très très haut de gamme et qui nourrit mes vignes parfaitement. Et surtout, ça me permet d'avoir une vie dans mon sol. Alors, je disais en introduction, 1500, 1585, c'est incroyable. C'est fou. Je suis la 14e génération. 14e génération, c'est hallucinant. Est-ce que tu as eu le choix de devenir vigneron, ou est-ce que ça t'a même pas posé la question? Ça se fait naturellement, ça je me suis pas trop posé la question en étant baigné dedans. Après, si j'avais voulu faire autre chose, bien sûr, je me serais tourné ailleurs. C'est quand même un métier qui est compliqué, qui est difficile, qui est exigeant, donc si on ne l'aime pas, de toute façon, on pourra pas bien le faire. Qu'est-ce que tu as dû faire pour être sûr de bien reprendre la tradition familiale? Ça a déjà commencé par les études. J'ai passé 6 ans au lycée viticole de Beaune. 6 ans? Oui, pour faire des études de viticulture et d'œnologie. Avant d'intégrer le domaine, et avec une petite pause quelques années après pour partir un petit peu en Californie travailler et un peu voir autre chose. Ok, et t'as vu quoi alors en Californie? Qu'est-ce que tu as appris? J'ai vu d'autres techniques, une autre philosophie, un peu moins tournée sur le terroir mais plus sur la technique. Et c'était surtout avoir un peu de la vision, une vision extérieure de la Bourgogne, puisqu'on a tendance à un peu s'enfermer et à ne voir un peu que par soi-même, et se rendre compte qu'en fait le monde est très grand et il y a de belles choses qui se font partout. Ouais, il y a des beaux chardonnays en Californie. Exactement, en Californie, en Oregon et ailleurs dans le monde aussi. Ouais. Alors là, tu es là pour Montréal en Lumière, le festival de Montréal en Lumière, où tu as été invité par un très très grand amateur de Bourgogne, le chef Marc-André Jeté, et son sommelier Hugo Duchesne, qui est aussi un très grand connaisseur de Bourgogne. Est-ce que tu peux nous parler du menu
qui a été servi hier, puisqu'on enregistre le lendemain de l'événement. Hier, le chef avait fait vraiment de beaux accords mets vins, puisqu'il y avait des vins étalés sur 3 millésimes, 2019, 2020, 2021, qui ont des caractéristiques chacun complètement différents. C'était le même vin sur... C'était plusieurs vins. Il y a eu 7 vins de servis sur 5 cuvées différentes. Donc il y a eu 2 cuvées qui ont eu le droit à 2 millésimes différents de servis. Okay. C'était intéressant justement de les comparer entre eux et de voir justement avec tel mets quel millésime était vraiment le plus en accord. Mais tout était super bien choisi. Et en plus, on a vraiment eu un repas qui était juste incroyable. Vas-y, parle-nous-en parce que c'est fou ce qu'il fait Marc-André. Oui, carrément. On a eu avec un doublé de premier cru, le Monde Milieu en 2020 et 2021 par exemple. Il y avait de la Saint-Jacques juste en tartare, mais le côté iodé des Saint-Jacques était vraiment parfait avec les Mondes Milieu qui sont quand même des premiers crus très salins, très frais, avec une belle fraîcheur, une belle acidité. Donc on a vraiment une harmonie entre le plat et le vin. Et pour moi, c'est vraiment là où on apprécie plus autant le vin que les repas quand tout s'accorde comme ça. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y avait après en plat principal? En plat principal, il y avait de la morue noire de Vancouver qui était servie avec un premier cru Montmain et un grand cru Grenouille, donc des vins qui sont assez opulents, assez gras. Donc le gras de ces vins, il était complètement en harmonie avec la morue qui était très grasse, parfaitement cuisinée, vraiment onctueuse. Est-ce que le chef l'avait fait à la cheminée parce qu'il a une bien énorme sûr, cheminée avec un grill tout à la cheminée, à l'unilatéral et vraiment quelque chose de tout fondant. Et pour terminer, on a eu le droit à une pintade de la ferme Gecko avec de la truffe noire, avec un duo de mon Chablis Grand Cru Vaudésir 2019 et 2018. Donc ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Sur le même plat, il y avait 2 vins servis à nouveau, pour voir vraiment les différences que les accords font selon le vin. Et là, il y avait un vrai intérêt puisque le Vaudésir est un grand cru qui est très fin, très élégant et qui est légèrement boisé par ma vinification. Et justement, ça faisait vraiment un superbe accord avec le côté truffé. Et le 2018 allait très bien avec la pintade aussi. Donc c'était vraiment quelque chose de parfaitement réfléchi par Marc-André. Et du coup, les vins, ils étaient vraiment bien plus expressifs quand ils étaient en accord avec ses mets. Et est-ce qu'il y avait un accord avec les desserts aussi? Non, pas avec le dessert. Avec le dessert, on a Est-ce qu'on peut prendre du chablis avec le dessert ou bien sûr, c'est pas conseillé? Bien sûr, les chablis vont très bien avec les desserts. Un dessert avec des fruits, par exemple, ça va très bien, mais aussi avec les fromages. Vous prenez par exemple mon Chablis vieille vigne qui est élevé en fût de chêne, avec des fromages en pâte cuite comme un comté, un Beaufort. Et ben ça s'accorde parfaitement. Est-ce que tu travailles dans d'autres pays que le Québec, la France? Je travaille dans une trentaine de pays. Ok. Est-ce que tu vois vraiment des différences très significatives entre de la demande de chacun des pays ou il y a un courant commun? Alors ça dépend. Après il y a toujours des préférences avec certaines cuvées, mais je m'aperçois que vraiment les gens maintenant sont de plus en plus intéressés par la gamme complète en fait d'explorer les chablis, du chablis au grand cru en passant par les premiers crus, parce qu'il y a vraiment un intérêt d'avoir une sorte de progression quand on déguste, et surtout que avec tel ou tel plat, on va pas forcément choisir un grand cru forcément. Moi, quand je fais de la cuisine chez moi, que j'ai du monde, suivant ce que je cuisine, je vais pas forcément choisir un grand cru, un premier cru. Je vais peut-être des fois choisir un chablis parce que pour moi c'est celui qui va le plus s'accorder et c'est celui avec lequel on va prendre le plus de plaisir. En gros, est-ce que tu vends plus d'un type de vin des premiers crus en Amérique du Nord ou en Europe? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est pas vraiment? Ça dépend vraiment de la cible. C'est vrai qu'en Amérique du Nord, je vends beaucoup de premiers crus et de grands crus, surtout au Canada. Après, il y a certains marchés, comme par exemple l'Europe du Nord, où je vais plus facilement vendre des chablis, même pas des chablis boisés, des chablis vraiment traditionnels, qui vont vraiment s'accorder avec aussi que leur gastronomie, je pense, qui est très tournée sur les poissons. Est-ce que tu as des enfants? Oui. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui vont reprendre la 15e descendance? Alors, la 15e génération, pour le moment, elle a 2 ans et demi, donc c'est pas un tôt, donc on verra ce qu'elle voudra faire dans quelques années, mais on va pas la presser. Hein. Mais bien sûr, moi j'espère que oui, elle aura le goût comme moi de reprendre l'exploitation familiale. Est-ce que tu as plusieurs enfants? J'ai juste un enfant. Ok. Est-ce que c'est un problème en Bourgogne parce que c'est des petits, je sais pas en Chablis, mais c'est
en général, c'est des petites structures. Est-ce que c'est un problème, les problèmes de succession? Il faut se diviser les structures ou Il y a les problèmes de division quand tout le monde veut reprendre, ou il y a aussi les problèmes de transmission, puisque les frais de succession pour les héritages, etc., ça peut facilement chiffrer très haut. Et c'est ce qu'on se dit avec les gens de ma génération, c'est qu'on sera peut-être les dernières générations, avant-dernière génération de vignerons, puisqu'après les sommes seront tellement astronomiques qu'on ne pourra jamais profiter du fruit de notre travail. Et oui, parce qu'en France, les droits de succession sont calculés à partir de la richesse, du terrain, de la valeur du terrain, et qui est pas forcément en adéquation avec le produit qu'on en tire en fait. Fonds de roulement, quoi. Non. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de producteurs, j'imagine. Quand il y a des successions, par exemple, ils revendent pour payer les frais de succession, ils revendent 15, 20, 30% de l'exploitation pour pouvoir payer le droit de succession et garder le reste. C'est fou quand même. Et c'est toujours les grosses exploitations, les multinationales qui viennent racheter les rachètent 30%, ces parcelles-là. Qui a les moyens de mettre 10 millions, 15 millions, 50 c'est ça, millions. On a eu le cas à Chablis où un domaine vient de se faire racheter par la famille Rothschild pour 85 millions d'euros. Juste 80. Ça paraît gros, mais c'est pas si gros que ça. C'est très gros. C'est très gros quand même. Ça dépend de la taille du. On a à Chablis, non, c'est un gros domaine qui a beaucoup de grands crus. À Chablis, on a quand même des valeurs qui sont bien moindres que le sud de la Bourgogne, par exemple. Okay. Mais bon, ça va, la spéculation avec des ventes à ce prix-là vont faire forcément monter les prix. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose de voir ça, ou c'est plutôt une crainte que les prix s'envolent et que vous n'ayez pas le choix de vendre? Très honnêtement, c'est une crainte puisque de toute façon, c'est des choses qui vont avoir de plus en plus lieu. Aujourd'hui, pour ces grosses multinationales qui cherchent à s'étendre, elles ont plus moyen de s'étendre dans le sud de la Bourgogne puisque tout est déjà pris et la Champagne aussi est vraiment pareil, est complète. Et voilà, donc ils se tournent vers d'autres appellations encore qui sont déjà bien en vogue, mais dont les prix sont encore bien en dessous de ce que c'est ailleurs. Donc du coup, oui, c'est une crainte que dans le futur, il y ait de plus en plus de grosses firmes comme ça qui viennent acheter des exploitations par chez nous. Et est-ce que vous êtes, je suis désolé qu'on aille un peu dans la politique, mais je trouve que c'est super intéressant. Est-ce que vous êtes défendu? Est-ce qu'il y a un lobbying de votre part pour essayer de dire, attendez, si vous voulez sauvegarder l'héritage, la tradition, il faut nous protéger, réduire peut-être, échelonner le paiement de l'héritage ou taxer maximum? Alors justement, il y a deux lois normalement. Il y a la loi Egalim qui était sortie, c'est pour éviter que les grosses firmes puissent racheter justement des domaines comme ça. Mais malheureusement, c'est facilement contournable. Et puis, faut savoir que des sommes pareilles, il n'y a pas grand monde qui peut s'aligner derrière. Donc de toute façon, on est obligé de les laisser faire. Et par contre, il y a quelque chose qui serait apparemment projet, c'est que justement les frais de succession sur les fonciers pour tout ce qui est agriculture soient fortement réduits pour éviter que il y ait de la spéculation sur les terrains et qu'on puisse tous conserver notre outil de travail en fait. Le danger, c'est que tu as des gens venus d'ailleurs qui connaissent rien, ils arrivent, ils rachètent tout et puis ça détruit tout l'héritage, tout le savoir-faire. C'est ce qui a fait ce qui a fait aussi la typicité de la Bourgogne, c'est que c'est des petites familles, des petits producteurs indépendants qui ont fait la notoriété de la Bourgogne. Corrige-moi si je me trompe. Non, complètement. C'est propriétaires au lieu d'être des négociants en fait. C'est ça, et c'est le gros souci, par exemple, qu'il y a eu dans le Bordelais ces dernières années, où il y a beaucoup de châteaux qui ont été rachetés par des Chinois, et là qui sont laissés complètement à l'abandon parce que le Bordelais va moins bien, et c'est un gros désastre pour tout le vignoble bordelais. Moi, ma dernière question, c'est, j'aime le vin, je connais pas grand-chose, mais j'aime ça. Alors, qu'est-ce que tu as dans ta cave qui ne fait pas partie de ta cave personnelle, qui ne fait pas partie de tes vins? Beaucoup de choses. En fait, on boit des chablis à la maison, mais je bois pas forcément que mes chablis. J'aime bien boire des chablis d'autres domaines, de mes amis. Mais je bois aussi beaucoup de vins de Bourgogne. Je suis un grand amateur des crus du Beaujolais. Et depuis quelques temps, je m'intéresse beaucoup aux vins italiens aussi. Ah oui? De quelle région? Barolo, Nebbiolo. Ah oui, ça le vend en vogue aussi. Ça, c'est pas difficile à apprécier, mais quand on s'y met, c'est difficile de les quitter aussi. Mais après, j'aime bien aussi beaucoup de vins étrangers. J'adore les vins libanais, par exemple. Je suis un gros fan de Château Musard et de tous ces vins comme ça qui sont un peu originaux avec des cépages un peu inconnus chez nous et qui ont des palettes aromatiques vraiment incroyables. Donc quand tu dis ils ont des palettes aromatiques, je suis pas sûr de comprendre, c'est des vins qui ont quel style en fait? En fait, c'est pas des cépages connus, c'est vraiment des cépages autochtones, des vieux cépages. Donc ils ont
quand c'est vinifié, ils ont des caractéristiques et des goûts qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est vraiment très original et c'est super intéressant puisque ça nous donne un peu une autre vision de ce que peut donner le vin, parce qu'on est tous habitués à goûter du chardonnay, du pinot noir, du cabernet. Et même si c'est vinifié plus ou moins bien et qu'on a des choses incroyables, on retrouve toujours à peu près les mêmes caractéristiques aromatiques. C'est ce qu'on cherche aussi. Mais quand on est dans le vin, on a des fois envie d'être un peu surpris et d'aller dans des vins comme ça, plus originaux et un peu plus inconnus. C'est toujours un plaisir. Pardon, Je excusez-moi. pense que ça va être la même question. Ouais. Là. Est-ce que tu as eu l'occasion de goûter des vins du Québec? C'était exactement la même question. Je sais, Pascal, je te connais. Eh ben, pas encore. Eh ben, pas encore. C'est Ok. intéressant, ça pourrait être la prochaine fois que tu viens, on pourrait peut-être organiser une dégustation. Ça peut être super intéressant. Je suis toujours très curieux de découvrir ce qui se fait. Il paraît qu'au Québec, il y a des superbes vins de glace et des magnifiques vins rouges aussi. Bah, vin rouge, il y en a quelques-uns de bien, mais c'est vrai que le climat n'aide pas à la Vous avez un production climat de quand vin même plus rouge. propice au vin blanc, je pense. Ouais, Ouais, et c'est ça, puis mais- les vignes ne sont pas assez vieilles, je pense, pour... Il y a beaucoup ce qui est intéressant dans le Québec, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui, tu vois, même moi, ça fait 12 ans que je suis là, il y a beaucoup de choses, le paysage est complètement différent de ce qui existait là-bas. On m'a parlé qu'il y avait beaucoup de vignobles qui se développaient en Ontario, En Ontario, oui. sur Ouais, les ouais. Niagara, tout ça. Ouais, parce qu'il y a un climat un peu il y a spécial. microclimat. Ouais. Et puis, il y a, au Québec, il y a des cépages hybrides, comme on appelle, qui sont intéressants. Je pense qu'il y a encore, on est encore dans une phase d'apprentissage, d'acquisition, d'expertise, mais ça présente bien. Il y a des choses qui sont intéressantes. Moi, personnellement, les vins d'Ontario, je suis pas un grand fan. J'ai préféré ceux de la vallée de Okinawa. Okinawa, ouais. D'accord. Ouais, très intéressant, en dessous de Calgary, là-bas. Ok. Un peu plus vers l'ouest, dans l'ouest, en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment plus fin. Mais c'est une opinion personnelle, encore une fois. Donc, mais ça serait marrant, très intéressant. Écoute, si tu reviens l'année prochaine, Avec on plaisir. fait une petite dégustation, on se fait une petite dégustation grand de vin plaisir. québécois. On t'emmène chez un producteur et puis Ouais, on Ça fait une peut être petite super dégustation. intéressant, Ouais, une je belle trouve découverte. que ça- Ok, bah c'est un deal. Allez. Deal. Ok. Sur Parfait. ce, merci pour tout. Bah, merci à vous. Merci Adrien. Bah, et puis t'as une petite masterclass ce soir Ce soir, oui, chez Annette. chez Annette, le petit frère du Hogan et Beaufort. Très très bon restaurant, magnifique restaurant. Ils appellent bar à vin, mais C'est plus qu'un bar à vin. c'est Oui, plus c'est qu'un, plus c'est qu'un plus bar à c'est vin, pas ton ouais. bar à vin traditionnel, je Non, non, te le garantis. Merci pour tout. Merci à vous. Et puis restez dans le jus. Ciao. Ouais. Ciao, ciao.